Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Donald Trump a réveillé un petit peu tout le monde avec ses tweets sur la Chine et a ramené un petit peu de nervosité sur les marchés. Et c'est vrai que depuis quelques mois, on n'était plus habitué à avoir des swings de ce type-là avec des plus 3%, moins 3%, etc. Donc je pensais que c'était le bon moment pour vous parler de la volatilité et du VIX, qu'on appelle aussi l'indice de la peur. C'est une expression que j'aime pas du tout, mais bon voilà, c'est en général comme ça qu'on l'appelle. Alors je dois vous dire que j'ai eu énormément de mal à faire cette vidéo parce que au départ je m'étais embarqué dans une vidéo fleuve où je rentrais un peu dans les détails de la volatilité implicite, donc il y avait des formules mathématiques un peu dans tous les sens. Puis après je me suis dit qu'en fait la complexité elle apportait rien et puis que pour les personnes qui écoutaient en podcast ça allait être difficile parce qu'il y avait des formules mathématiques à l'écran, pas mal de formules mathématiques. Donc finalement j'ai essayé de trouver un peu un juste milieu où on va pas rentrer dans les calculs compliqués, on va dire, mais je vais quand même essayer de vous montrer des notions importantes sur la volatilité et surtout, et ce sera mon point à la fin de la vidéo, pourquoi je ne considère pas que la volatilité est une bonne mesure du risque. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait des formules mathématiques? Parce que la volatilité, quand on en parle, on a l'impression que c'est juste de dire qu'il y a des swings sur les marchés, mais en fait à la base, c'est bien sûr une notion statistique. En fait, la volatilité, c'est l'écart type des rendements. Alors comme j'aime bien jouer avec les chiffres, j'ai pris les données sur Apple depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à maintenant, donc début août 2019, et j'ai joué un petit peu avec ces données. Donc la première donnée importante que j'ai calculée, c'est le rendement moyen d'Apple qui est de 0,16%. Donc c'est tout simplement qu'Apple a gagné en moyenne 0,16% par jour sur les 7 premiers mois de l'année. Mais bien sûr, Apple, c'est pas le livret A. Hein. Donc la réalité, c'est qu'on a fait plus 3%, moins 2, plus 1, etc. Donc sur ce graphique, on a le cours de bourse d'Apple en bleu et en vert, c'est donc ce fameux rendement moyen de 0,16%. Donc pour les puristes, j'ai pas fait d'intérêt composé, donc c'est juste comme un actif sans risque qui graduellement ferait ce petit gain de 0,16% sur la somme du 1er janvier, donc tous les jours, très régulièrement. Alors pour simplifier, l'écart type il mesure la dispersion des rendements d'Apple dans mon cas par rapport à la moyenne des rendements, donc ici les 0,16%. Donc moi j'ai calculé une volatilité quotidienne sur Apple de 1,81%. Donc il y a des titres qui sont bien sûr beaucoup plus sûrs, donc par exemple dans ce qu'on appelle les utilities, donc tout ce qui est électricité, eau, etc. Et on va avoir des variations quotidiennes. Peut-être qu'on aura un rendement à la fin qui sera aussi de 0,16% par jour, mais on aura des variations quotidiennes qui seront beaucoup plus faibles que ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de cette volatilité ? Déjà, statistiquement, ce qu'on sait, c'est que, et je vous montre le graphique d'une loi normale ci-dessous, si les rendements suivent une loi normale, on sait que c'est faux, mais on va faire comme si on y croyait, parce que quasiment toutes les théories financières sont basées sur le fait que les rendements suivent une loi normale. Donc on aurait ce type de courbe qui nous indique que, en fait, les rendements, on va avoir à peu près 68%, 68,2% des rendements qui vont se situer entre moins un écart type et plus un écart type. Donc dans notre cas, on va avoir 68% des jours dans lesquels Apple sera entre moins 1,8% et plus 1,8%. Ensuite, si on passe à deux écarts types, donc on va avoir 95% de chances, cette fois-ci, d'avoir des rendements qui sont entre moins 3,6 et plus 3,6. Alors vous allez me dire que ça ne vous sert pas à grand chose ces calculs-là, et je suis totalement d'accord avec vous. En fait, ce qui peut être utile, c'est de comparer les volatilités des actifs entre eux. Et dans le cas d'Apple, moi j'avais une volatilité ici calculée de 29%, donc depuis sur les 7 premiers mois de l'année, et donc ces 29%, ils peuvent être, vu qu'ils sont annualisés, ils peuvent être comparés à la volatilité d'autres actifs. Donc comme j'ai utilisé les données historiques pour calculer cette volatilité, on parle de volatilité historique. Alors vous avez probablement entendu parler du VIX, donc qui est lui un indice de volatilité, puisque c'est l'indice de la volatilité implicite du S&P 500, donc de l'indice américain. En France, on a aussi le VCAC qui lui montre la volatilité implicite du CAC 40. Alors j'ai hésité à rentrer dans le détail de la volatilité implicite, mais en fait je ne vais pas le faire car ça nécessiterait, comme j'ai déjà dit, d'expliquer comment les options sont pricées, etc. Et je ne veux pas rentrer dans ce niveau de détail. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que pour trouver le prix d'une option, on utilise des formules très classiques, utilisées par tous les financiers dans le monde, donc typiquement la formule de Black-Scholes. Et dans cette formule, on a la plupart des données qui sont connues et qui sont des données fixes. Et il y a une donnée qui peut bouger parce qu'elle n'est pas fixe, en fait c'est la volatilité future, donc on appelle ça volatilité implicite parce qu'on la déduit du prix des options sur un actif donné. Donc c'est de cette manière-là qu'est calculé le VIX. Donc ils prennent les options sur le S&P 500 et ils en déduisent la volatilité qui est estimée par les traders sur options.
Alors est-ce que cet indice, c'est vraiment l'indice de la peur? En fait, c'est surtout l'indice de l'incertitude. Ça veut dire que les marchés, ils ont du mal à interpréter les données, ils ont du mal à savoir où vont aller les prix futurs. Et en fait, c'est un marché qui est difficile à interpréter. Alors ce qui reste vraiment surprenant avec la volatilité, c'est que si vous avez fait des études de finance, ou si ça vous intéresse à côté, si vous avez regardé les différents modèles, l'unique mesure du risque qui est utilisée, c'est la volatilité. Et en fait, à tel point que dans la littérature financière, on va dire, la volatilité et le risque, en fait, c'est deux mots qui sont souvent utilisés comme ayant la même signification. Et pour vous le prouver, je prends un exemple tout bête. Imaginez un actif qui fait tous les jours, depuis 50 ans, plus 2% un jour, moins 1 le lendemain. Plus 2, moins 1, plus 2, moins 1. Cet actif-là, il aura la même volatilité qu'un autre actif qui, lui, aura plus des trends, on va dire, et qui fera du plus 2, plus 2, plus 2, plus 2 pendant un moment, et après du moins 1, moins 1, moins 1 pendant 6 mois. Et on voit que les deux auront la même volatilité, pourtant, ils n'auront pas du tout la même notion de risque. Alors pour vous le prouver, j'ai créé un actif fictif que j'ai comparé à Apple, qu'on va appeler Pitch, qui lui, vous voyez à l'écran, il a des grands trends, donc on gagne par moment beaucoup, on perd beaucoup, et à la fin, on termine sur le même niveau d'Apple, donc il a le même rendement moyen de 0,16%. Et pourtant, quand je calcule la volatilité de cet actif, je tombe sur une volatilité de 25%, contre, je vous rappelle, 29% pour Apple. Donc on voit clairement là que la volatilité, c'est pas une bonne mesure du risque. Je dis pas que ça peut pas aider, je dis pas que ça doit pas participer au calcul du risque, mais en tout cas, ça ne suffit pas comme seul indicateur de risque. Parce qu'en fait, risque et volatilité sont deux concepts complètement différents. Le risque, c'est la possibilité d'une perte permanente en capital. Alors que la volatilité, elle mesure les fluctuations d'un actif à court terme. Pour un investisseur long terme qui va investir à plusieurs années, la volatilité, donc qui montre des swings quotidiens, elle ne doit pas être vue comme un risque, mais presque plutôt comme une opportunité. Et vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur Mr Market qui prend exactement en fait cette position-là. Donc typiquement, le risque, il diminue avec la durée de détention, alors que la volatilité, elle reste constante. Un actif, il aura toujours une volatilité, on va dire de 15% ou un indice, mais en fait, plus vous détenez cet actif, plus en fait la chance d'avoir une perte, elle diminue sur les actions. Si vous détenez des actions pendant 50 ans, la probabilité de perte, elle est tellement faible qu'on va dire qu'elle est quasi nulle, mais la volatilité, elle, dans le temps, elle reste quasiment la même. En fait, cet amalgame entre volatilité et risque, je pense que c'est ce qui maintient à distance beaucoup de personnes des marchés actions parce qu'ils voient ces swings quotidiens. Alors que l'immobilier, par exemple, comme c'est pas coté, enfin, il y a un peu d'immobilier coté, mais je veux dire, dans l'ensemble, on a tendance à voir ça comme une courbe, très qui suit des tendances très flat, etc. Mais de la même manière, quand on regarde les prix des transactions des entreprises non cotées, on va aussi avoir des courbes qui sont très lisses. En fait, les marchés actions, comme ils sont cotés au quotidien, seconde par seconde, c'est ce qui fait qu'on a ces variations parce qu'ils suivent typiquement les tweets de Donald Trump. Donc, on a cette impression de risque, mais en fait, pour ce qui n'est que de la volatilité. Et en fait, la volatilité est aussi énormément associée au risque parce que la volatilité, elle augmente quand les marchés baissent. En fait, comme on dit à Wall Street, et je suis pas sûr de la traduction, mais en gros, on dit les marchés prennent les escaliers pour monter et ils prennent l'ascenseur pour descendre. Parce que on a des grands trends qui nous font monter sur 5 ans et on perd la moitié de nos gains dans une période d'une semaine. Alors quelles sont les autres mesures du risque? Par exemple, quand vous étudiez un fonds de placement ou un ETF ou une action pour savoir combien vous pouvez perdre, ce qui est très utilisé aussi, c'est la perte maximale, ce qu'on appelle aussi le max drawdown, le maximum drawdown, c'est-à-dire c'est vraiment si vous avez eu le pire timing du monde, vous investissez au plus haut pour revendre au plus bas, ça montre la perte potentielle que vous pouvez avoir. Et un autre indicateur qu'on peut utiliser, c'est la durée de recouvrement, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour partir du point bas et pour revenir donc à votre plus haut initial. Donc historiquement, pour le rapport rendement-risque, le ratio qui était le plus utilisé ou qui est le plus utilisé, c'est le ratio de Sharpe. Donc on prend, typiquement pour un fonds de placement, on prend la performance du fonds, on enlève le taux du placement sans risque, en ce moment c'est pas grand chose, et on divise par la volatilité du fonds. Donc c'est vraiment le rendement, en gros, rendement excédentaire par rapport au taux sans risque qui est divisé par la volatilité. Mais comme je suis pas le seul à ne pas trop aimer la volatilité comme étant la seule mesure du risque, un ratio qui a fait son apparition, enfin qui existait déjà mais qui a bien progressé dans l'utilisation depuis la crise de 2008, c'est le ratio oméga. Donc le ratio oméga, c'est le rapport entre les rendements supérieurs au seuil et les rendements inférieurs au seuil, pondérés par leur probabilité. Donc plus la valeur de l'oméga est élevée, meilleur est le ratio.
Donc ma conclusion, c'est n'ayez pas peur de la volatilité. Bien sûr, ayez peur d'une baisse du marché. Si le marché baisse de 10%, on ne peut pas dire c'est une chance que le marché baisse de 10%. Vous allez avoir, si vous êtes investi, une baisse de 10% de votre portefeuille. Mais si vous avez des swings de plus 1, plus 2, plus 3, moins 1, moins 2, moins 3, voyez plutôt ça comme un signe effectivement de nervosité des marchés, que les marchés vont être peut-être moins efficients parce que les différents acteurs ne savent plus pricer les sociétés, ont du mal à interpréter les données économiques, donc il y a potentiellement plus d'opportunités pour vous pour acheter ou vendre des actifs. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo et à bientôt.